Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler F1, pour faire le débrief du Grand Prix des États-Unis. Encore beaucoup de choses à dire sur ce Grand Prix des États-Unis qui s'est pas très bien passé. Enfin, il y a eu du bon et du moins bon dans ce Grand Prix des États-Unis. On va revenir sur tout ce qui s'est passé sur l'après-course, sur les pénalités, sur la FIA, également sur le bilan des Bleus Top Flock. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déçu. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. C'est très important. À rajouter la petite cloche. Vous pouvez également mettre un super thanks si vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne. Course un peu mieux que lors du Grand Prix du Japon, mais bon, la FIA a encore un petit peu pourri la course, on va pas se mentir, et il y a eu un peu des à côté qui n'ont pas été top. Il y a beaucoup de choses à dire en fait sur cette course. Le Grand Prix a été bien, les qualifs ont été un peu moins intéressantes que le Grand Prix. Le format du Grand Prix était aussi atypique avec des qualifications qui étaient très tard par rapport à d'habitude et assez décalé avec le Grand Prix, ce qui a fait que c'était pas simple en fait de travailler pour son rythme de course. On a vu parfois des coureurs qui étaient très bons sur le rythme de qualif et moins bons sur le rythme de course. C'était pas facile de travailler ce week-end. Ça, c'était par exemple quelque chose d'intéressant. Puis il y a des choses beaucoup moins bonnes, notamment les décisions de la FIA avec encore une fois un gros manque de cohérence. Et puis également les VIP qui m'ont un petit peu énervé ce week-end. On commence tout de suite avec toutes ces infos pêle-mêle. On va revenir sur les VIP. Alors c'était déjà le cas à Miami, hein. Moi j'ai toujours un souci. Vous avez des VIP qui sont vraiment fans de sport mécanique et puis vous en avez d'autres où tu as l'impression que maintenant la F1, il faut être sur les Grands Prix de Formule 1 comme il faut être au match de foot comme du PSG ou à PSG-OM parce que ça fait bien, parce que voilà, ça donne une belle image. Ça donne une image d'être proche du peuple. Mais c'est vrai que les VIP, c'est quand même quelque chose quoi, sur les Grands Prix. Alors l'attitude déjà de Brad Pitt, alors peut-être le plus grand comédien de l'histoire, ça je sais pas, je suis pas assez calé en cinéma pour le dire. Mais alors l'attitude de Brad Pitt, que ça soit après son tour avec Charles Leclerc ou sur la grille de départ, on est un petit peu au niveau zéro quand même de la personnalité proche des gens. Tim Cook avec son drapeau à damier, j'ai jamais vu quelqu'un être aussi mou de ma vie. Mais vraiment, c'est avec le drapeau à damier de Tim Cook. Et pourtant, moi, j'ai regardé la course sur C8, pas sur Canal+. Mais je me suis dit, putain, il faut qu'il prenne un petit peu de... Enfin, il est sous exomile, Tim Cook, ou comment ça se passe? J'avais pas entendu la phrase ensuite de Julien Febvre que j'ai entendue. Ça m'a fait rire. Et puis, ce côté, on a l'impression que quand il y a une course aux États-Unis, c'est un peu le Grand Prix des influenceurs maintenant. C'était déjà le cas à Miami. J'ai l'impression que là, c'est un peu le Grand Prix Instagram, mais bon, en soi, derrière, tu vois, tu fais tout pour faire un peu un Grand Prix Instagram. Alors, le plus drôle, ça a quand même été aussi le feu d'artifice de jour. Un feu d'artifice de jour, l'intérêt est quand même limité. C'est comme hurler dans un mégaphone, voilà, c'est pas top, quoi, hein. Ça a peu d'intérêt. Et donc là, oui, c'est les VIP qui sont pas accessibles en plus, qui parasitent un petit peu, je trouve, le Grand Prix. Tu sais, on a l'impression qu'en fait, les personnalités, enfin, les pilotes de F1, ils ont besoin de ces personnes-là pour être connus. Alors pas du tout. Hamilton, il est connu. Charles Leclerc, il est connu. Ils n'ont pas besoin de ça pour être connus, les pilotes de F1. Et je pense qu'à Las Vegas, ça sera encore pire l'année prochaine. Moi, je suis. Alors, autant il y a beaucoup de gens qui sont hyper heureux d'aller à Las Vegas. Moi, pas du tout, parce que je pense qu'on va être sur un Grand Prix vraiment où ça sera qu'un petit événement dans l'année 2023 de Las Vegas et pas un événement majeur. Et en plus, rajouter des courses, je vous le dis, j'aime pas ça parce que ça enlève le côté important de chaque Grand Prix, le côté événementiel de chaque Grand Prix quand on en a tout le monde. Bon, je passe à la FIA. Que dire? Quand la FIA est au fond du trou, elle creuse encore. Alors là, il n'y a pas eu de problème de sécurité sur la piste. On a déjà gagné ça. Même si bon, ce circuit d'Austin, il a été mal conçu dès le départ. C'est-à-dire que le circuit a des bosses de partout. Alors, ils ont un peu raboté les bosses, ils ont resurfacé le premier secteur, mais on voit qu'il y a toujours des bosses sur le premier secteur. Je pense qu'il faudrait refaire complètement la piste.
C'est-à-dire que c'est le dessous de la piste qui a été raté, où il y a eu un problème. Mais on se retrouve à avoir des bosses qui sont déjà énormes. Ce qui fait que c'est physiquement un Grand Prix qui est quand même très compliqué. On voit que c'est à la limite du dangereux. Cette année, c'était un peu moins pire que les années précédentes, mais ça reste quand même très problématique, cette piste au niveau des bosses. Mais du côté de la FIA, c'est toutes les décisions. Toutes les décisions et le manque de cohérence dans les décisions. Parce que, par exemple, Alonso, on lui met 30 secondes de pénalité, Perez, on lui met pas 30 secondes de pénalité. Sur l'affaire Alonso, par exemple, on lui met 30 secondes, la pénalité, la demande de pénalité de Haas arrive 26 minutes trop tard. Donc normalement, il n'y a pas de pénalité. Sauf qu'il va falloir encore attendre 2 semaines pour que la pénalité soit enlevée. Parce qu'il y a 26 minutes. Et que la pénalité arrive 26 minutes trop tard. Après, c'est une vengeance de Haas, parce que Haas et Alpine, on se souvient qu'Alpine avait fait ça avec Romain Grosjean une année. Donc c'est le retour à l'envoyeur, on va dire. Et surtout, pourquoi Perez ne prend pas 30 secondes aussi dans ce cas-là? Là, c'est aussi assez incompréhensible. Pourquoi ils n'ont pas mis un drapeau noir à Alonso s'ils considéraient que sa voiture était dangereuse? Pourquoi il n'y a pas eu le drapeau noir avec rond orange pour demander à l'équipe de retirer le rétroviseur dans les stands? Pourquoi on n'a pas mis un drapeau noir? Il faut donc 30 tours pour mettre un drapeau noir en Formule 1 maintenant? Putain, c'est encore moins rapide qu'aux impôts, quoi, maintenant, les mecs de la FIA. Enfin, c'est exceptionnel. Gasly, qui se fait pourrir son week-end par la FIA. On a l'impression que t'as parlé contre la FIA, bam, on va te détruire ton week-end. C'est un peu ça du côté de Gasly, parce que la règle des 10 voitures, elle n'a jamais été respectée. Faut arrêter cette règle-là. Il faudrait que ça soit, en plus, 10 voitures, ça ne correspond à rien. Il faudrait que ça soit un écart en temps. C'est vrai qu'on dise, il ne faut pas qu'il y ait plus de 5 secondes entre chaque voiture. Ah, ça serait intelligent. Mais surtout, ce que j'ai pas aimé, Gasly fait l'erreur. T'en as d'autres qui font la même chose. Mais bon, imaginons la FIA n'ait pas vu les autres pilotes et n'ait vu que Gasly. Gasly se prend 5 secondes de pénalité à ce moment-là. Parce qu'ensuite, il se prend 10 secondes, c'est parce que AlphaTauri a mal fait la pénalité. Après, j'ai pas vérifié le temps d'arrêt à la seconde près avec un chronomètre. Par contre, comment ça se fait que Gasly et Russell ont la même pénalité? Alors que, excusez-moi, mais l'action que fait Russell est beaucoup plus impactante sur la course, parce que ça détruit la course de Carlos Sainz. Ça a ruiné la course de Carlos Sainz, ce qu'a fait Russell, alors que ce qu'a fait Gasly, ça n'a pas de conséquences pour les autres pilotes, quasiment. Donc, en quoi ça donne 5 secondes à chaque fois? C'est ça qui est extraordinaire. Donc un manque de cohérence, parce que Gasly, et ça lui enlève des points si je crois encore sur sa super licence. J'ai l'impression qu'ils vont tout faire pour que Gasly rate un Grand Prix. Et je le vois comme 2 gouttes d'eau, c'est ce truc-là. Et puis je comprends pas comment Gasly et Russell peuvent avoir la même pénalité qui est de 5 secondes. C'est-à-dire que Gasly et Russell, c'est vraiment l'impact de l'accident de Russell est plus important que l'impact de l'accident de Gasly. C'est plus dangereux, même si c'est pas de sa faute à Russell, parce qu'il est bloqué d'un côté par Hamilton. 5 secondes, il pourrit quand même la course. Moi, quand je dis 5 secondes, quand j'ai vu 5 secondes, je me dis, c'est un peu service minimum de la part de la FIA. J'aurais plutôt mis 10 secondes, parce qu'il met quand même un pilote en dehors de la course, quoi. Il y a des conséquences qui sont impactantes. Et heureusement que les deux ont été intelligents quand même, et que ça n'a pas créé un surcarambolage derrière. Et puis la cohérence avec Stroll, où le geste de Stroll a un impact énorme. Ça aurait pu être très grave, parce que 3 mètres avant, je pense que Alonso, la bagnole, elle est découpée en 2. Comment Stroll ne se prend que 3 places de pénalité sur la grille de départ pour le prochain Grand Prix? Ce qui est une pénalité qui n'est pas énorme, plus de points sur son permis. C'est pas énorme comme pénalité, alors que l'action est très dangereuse et aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. Donc je ne comprends pas pourquoi Stroll n'a pas pris plus en termes de pénalité. Je suis désolé, mais la FIA déjà met beaucoup trop de temps pour mettre des pénalités, parce que pour moi, une fois que le podium est établi, on ne devrait plus pouvoir faire de réclamation. Le seul cas où on devrait pouvoir faire de réclamation dans ce cas-là, c'est pour des anomalies techniques. Mais sur des faits de course,
comme on a eu là aujourd'hui, à partir du moment où le podium est fait, on devrait plus changer les résultats du top 10 derrière ou du top 15. C'est-à-dire c'est terminé, c'est basta. Là, ça fait des incompréhensions énormes. Je suis désolé de le dire, mais les commissaires de piste, enfin les commissaires, les marshals pardon plutôt, de cette année ne sont pas au niveau de Charlie Whiting. Et pourtant, je n'étais pas un fan de Charlie Whiting, mais c'était pas autant le bordel. On voit l'impact qu'il avait sur la Formule 1 quand même, parce que ça fait depuis sa mort que c'est le bordel. Avec Maisie, là maintenant avec Freitas, donc qui n'est plus, qui ne sera plus là jusqu'en fin de l'année. Là, je sais plus, c'est celui-là, j'ai pas retenu son nom. Qui dirige les Grands Prix de F1 aujourd'hui, mais on voit que c'est quand même le bordel et il va falloir changer les choses parce que très clairement ça m'a fatigué. Déjà ça crée des polémiques à la con et moi ça me fatigue parce que on détruit un peu la course quoi. La course du Grand Prix des États-Unis cette année elle est pas mal, sauf qu'elle est détruite par les décisions de la FIA et moi ça m'énerve là, ça me fait vraiment chier. Enfin je vais le dire très clairement, ça me fait chier parce que j'aime la F1, mais ce genre de Grand Prix où la FIA détruit tout le spectacle qui est en piste pour des questions cons, ça m'énerve. Je vais finir avec le budget. Et Red Bull, alors, on va plutôt parler de Red Bull. Le budget, c'est Red Bull de toute manière qui est vraiment impacté. Jeudi, normalement jeudi pour la décision, pour savoir quelle sera la pénalité donnée à Red Bull. Moi je trouve que la pénalité qu'a donnée la FIA pour le moment est plutôt intelligente, c'est-à-dire que la réduction de 25% du temps de soufflerie, je trouve c'est ça, on peut pas changer le classement de cette année. Mais par contre, on peut jouer sur l'avantage qu'aura Red Bull l'année prochaine. Et 25% de temps de soufflerie en moins, c'est énorme. Ça correspond au dépassement. Ou sinon, on aurait pu dire le budget de l'année prochaine, il est amputé de 2 millions d'euros. Et ils se démerdent avec les 2 millions d'euros en moins. Et s'ils redépassent, là, ils seront disqualifiés ou ils se tapent une pénalité encore pire. Comme l'a dit Alonso sur son compte Instagram, c'est une décision qui va être très importante pour la suite de la Formule 1. Si la FIA ne prend pas une bonne décision, si la FIA est trop laxiste sur cette action-là, ça aura des conséquences où les autres équipes dépasseront leur budget. Et le budget capé, alors, ne servira plus à rien. Et on perdra des équipes de Formule 1 parce que ça coûtera trop cher. Voilà. Donc si on veut que la F1 redevienne un peu raisonnable dans l'esprit Formule 1, c'est-à-dire qu'on dépense quand même énormément de thunes, je pense qu'il faut être strict sur le budget capé et être sévère, surtout sur les dépassements de budget, parce que ça a un impact sur la piste, comme l'a dit Ferrari, comme l'a dit Fred Vasseur également. Et on va parler de Red Bull avec la mort de Dieter Mateschitz, le patron de Red Bull. C'est quand même une mort importante. C'est un mec qui a soutenu notamment Gerhard Berger lors de ses débuts en Formule 1, qui ensuite a été présent sur les Sauber. Nous on a connu Red Bull comme ça quand on était jeune, sur les Sauber. Et puis qui a ensuite décidé de racheter une équipe. Alors ensuite ils avaient été présents également sur les Arrows, sur les Jaguars, Red Bull, et puis derrière ils sont arrivés en Formule 1 quand ils ont racheté en 2004 Jaguar, où ils sont arrivés en Formule 1 avec David Coulthard à l'époque, et ils ont amené beaucoup de fraîcheur, si vous vous souvenez à l'époque de la manière de communiquer de Red Bull a amené beaucoup de fraîcheur. Ils ont fait une super équipe de Formule 1 avec Vettel derrière. Ils ont créé une armada assez exceptionnelle. Et c'est un homme qui est très important dans la création de tout cet univers Formule 1, qui est très important également dans le sport. Il a énormément fait pour les sports extrêmes. Donc c'est vrai que c'est une perte importante pour le sport, la mort de ce monsieur, mort d'un cancer à 78 ans. On passe tout de suite à la note du Grand Prix. J'ai mis 12 sur 20. Pourquoi ? Le Grand Prix est sympa. La bagarre, moi j'ai adoré la bagarre Hamilton-Verstappen, la bagarre à distance, on va dire, Hamilton-Verstappen, Vettel qui se retrouve en tête du Grand Prix, pas mal de surprises, la remontée d'Alonso également avec sa voiture.
Mais encore une fois, pourquoi je mets pas plus alors que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder la course? Parce qu'il y a les décisions de la FIA qui gâchent tout. Ça m'a vraiment énervé sur ce week-end de course. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Le bilan des Bleus. Bilan des Bleus, on commence avec Esteban Ocon. Très compliqué le week-end d'Esteban. Alors en essai, il y avait un petit écart avec Alonso. En course, l'écart était énorme. En qualif et en course. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Esteban, éliminé dès la Q1. Bon, ensuite, ils ont décidé de tout changer sur la bagnole. Moteur, toutes les pièces qu'ils pouvaient changer, ils les ont changées avant la course. Mais Austin, c'est pas un circuit où c'est si facile que ça de dépasser. Surtout le premier secteur est très compliqué de suivre une voiture dans le premier secteur. Donc ce qui fait qu'après c'est pas forcément simple de dépasser ensuite derrière. Et de toute manière, Ocon était garé en termes de rythme. C'est-à-dire quand on compare le rythme qu'avait Alonso avec une bagnole défoncée et le rythme d'Ocon, waouh, ça fait mal pour Esteban ce week-end. C'est pas... Enfin, Esteban était garé. Voilà. Il avait pas de rythme. La stratégie en plus était pas si mal quand même. Parce que les premiers arrêts au stand, il le fait derrière safety car. Donc il gagne un arrêt gratos quand même, Esteban, pendant le Grand Prix. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent dire ça pendant la course. Ouais, le Grand Prix a été compliqué pour Esteban. Manque vraiment de rythme ce week-end. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Pas à l'aise avec le circuit, mais vraiment pas de rythme. Alors que c'est plutôt un circuit où l'Alpine peut être performante avec ses courbes rapides. C'est plutôt là où l'Alpine est performante dans ce type de circuit. Donc après en qualification, est-ce qu'ils ont décelé un problème moteur, par exemple, qui aurait fait qu'ils partaient loin en qualification, qu'il y avait un déficit moteur, c'est pour ça qu'ils ont tout changé pour le Grand Prix, ou soit il était juste pas performant, quoi. Il avait juste pas de rythme. Est-ce qu'il a pris des débris sur le début de course qui aurait fait que sa voiture n'était pas performante? Difficile à dire, mais il était garé ce week-end, Ocon, pendant une grande partie du week-end. On poursuit avec le deuxième pilote français, c'est Piero Gasly. Du côté de Piero Gasly, tu sens que la FIA lui a fait payer le Grand Prix du Japon. Parce que, sur la décision au niveau du safety car, voilà. Bon, parce qu'il y en a d'autres, Leclerc aussi respecte pas les 10 voitures. Il y en a plus d'un qui se retourne dans cette situation-là. Et puis après, de toute manière, l'équipe fait pas la pénalité correctement. Donc voilà, il se fait punir à la fois par la FIA et son équipe. De toute manière, on sent que les relations avec AlphaTauri sont plus très bonnes. On sent qu'il quitte l'équipe en fin d'année parce que les discussions à la radio, là, ça commence à piquer, on va dire. Les propos de Gasly, il commence à taper sévère. On a l'impression qu'il a hâte de changer d'équipe l'année prochaine. Pierre, peut-être de redevenir, de retrouver une voiture compétitive. Parce que là, cette année, c'était pas le cas. C'est vrai que l'AlphaTauri pas sensationnel. Mais week-end compliqué. Et malgré ça, parce que le week-end est quand même pas simple pour Pierre, en qualif, il est devant Yuki Tsunoda. Et en course, il se fait pourrir son week-end, mais il est qu'à 10 secondes de Tsunoda, quoi. Alors qu'il se fait pourrir son week-end par les décisions de la FIA. Donc, il n'est pas largué par rapport à Tsunoda ce week-end, mais c'était compliqué, quoi. Grand Prix difficile pour Pierre. Je pense qu'on s'est vengé un petit peu du Grand Prix du Japon. Et puis difficile aussi avec l'AlphaTauri qui est inconstante cette année, qui est très difficile à utiliser comme voiture et qui manque cruellement de rythme. Donc c'est vrai que tu rajoutes les décisions de la FIA plus une voiture qui est pas top, ça fait un Grand Prix difficile pour Pierre et un Grand Prix en dehors des points. C'est dommage. Et encore une fois, il reste combien de Grands Prix? Il nous reste 3 Grands Prix. La fin de saison risque d'être compliquée pour Pierre désormais. Je pense qu'il aura du mal à rentrer dans le top 10 du championnat. Il faudrait qu'il marque encore plus de 20 points en 3 courses. Bon, vu le niveau de performance de l'AlphaTauri, on va pas vraiment croire à un miracle. On passe tout de suite au coureur au top.
Les pilotes au top. 4 ce week-end. Pilote au top. Je commence avec Verstappen. Que dire de Max Verstappen, ils sont au-dessus, ils sont au-dessus depuis de nombreuses courses cette année. Heureusement, tu te dis heureusement pour nous donner un petit peu de suspense au championnat qui a eu ses abandons en début de saison. Parce que sinon il serait champion quasiment depuis 2 courses avant le Japon, mais vraiment il serait champion presque depuis l'Italie. Il a dominé l'année. Il y a quand même 2 abandons pour lui dans les résultats pas top. 2 abandons, 2 7e place. Sinon, c'est victoire ou 3e place ou podium. Et les victoires, il les collectionne. Voilà, il fait une démonstration cette année. Et là, ça fait depuis quelques courses. À part Singapour, t'enlèves Singapour. Ou de toute manière, tu vois très bien que derrière, on peut pas aller le chercher, quoi. Il est seul au monde. Cette année, Verstappen, il est seul au monde. Il a totalement mérité son titre. C'est-à-dire que cette année, quelqu'un qui me dit Leclerc, Perez était plus rapide. Non. Cette année, Verstappen, voilà. Déjà l'année dernière, je vais me répéter un petit peu, mais il méritait son titre. C'est juste que la FIA a choisi entre lui et Hamilton. Les deux méritaient le titre. Mais là, cette année... Verstappen il est au-dessus, il nous fait des masterclass quasiment à chaque course où il met une peignée à tout le monde. Ça rappelle le Michael Schumacher en 94 chez Benetton, ça rappelle Michael Schumacher chez Ferrari dans les grandes années. Il a la meilleure voiture et il est le meilleur pilote avec cette meilleure voiture. Donc c'est, voilà, il est numéro 1. C'est fantastique ce qu'il fait pour le moment. Donc voilà, bravo. Monsieur Verstappen, il reste encore 3 courses. Bon, voilà, il peut encore faire des très bons résultats d'ici la fin de saison. Je rappelle que s'il gagne toutes les courses d'ici la fin d'année, en termes de pourcentage de victoire, il sera devant Schumacher, je crois, et devant Vettel lors de la grande saison de Vettel. Donc assez impressionnant. On poursuit avec Kevin Magnussen. Tiens, stratégie osée de la part de Haas de faire qu'un arrêt avec Magnussen, mais stratégie payante. Stratégie également payante parce que Magnussen, c'est pas n'importe quel pilote. Il n'avait pas marqué de points depuis l'Autriche, Magnussen. Donc ça commençait à faire un petit peu. On a beau dire, mais la comparaison avec Schumi, avec Mini Schumi, elle fait mal. Parce que Mick Schumacher a marqué la moitié de points de Kevin Magnussen. Moins de la moitié de points. Ça fait mal. Ça fait mal pour un mec qui, je rappelle, en début d'année, ne devait pas courir. C'est-à-dire que Magnussen, en début d'année, il devait être avec Peugeot en endurance. Il se retrouve à être avec Haas en F1. C'est pas du tout les mêmes programmes. C'est douloureux pour Mick Schumacher. Alors après que Haas joue mal en termes de management avec Schumacher, on a l'impression qu'ils veulent se débarrasser de Schumacher. Je ne vois pas comment Schumacher va continuer avec Haas en F1 l'année prochaine, vu l'ambiance délétère entre Schumacher et Gene Haas. Donc à partir de ce moment-là, je pense que Schumacher, il ne sera pas en Formule 1 l'année prochaine chez Haas, il sera peut-être dans une autre équipe, il ne sera pas chez Haas. Et encore dans une autre équipe, il n'y a quasiment plus de place, donc ça va être difficile. Et Magnussen, il fait le job. Il fait le job pour un pilote qui ne devait pas être en Formule 1. Et là, la voiture est plus très performante. Et en qualif, ils n'ont pas de rythme. Malgré tout, pour Magnussen, il arrive à trouver la solution de course. Alors certes, stratégie un arrêt. Ils ont bien profité des safety cars, mais ça a marché. Ça a mieux marché aussi qu'avec Ocon. Il était plus rapide qu'Ocon. Ils sont sur des stratégies similaires avec Ocon. Donc c'est bien ce qu'a fait Magnussen. Ça prouve que c'est un bon pilote, Magnussen. C'est un pilote qui a été souvent sous-estimé, Magnussen. Un peu comme Hülkenberg, un peu comme Romain Grosjean aussi. Alors Romain Grosjean, l'un des problèmes de Romain Grosjean, c'était l'inconstance. Magnussen aussi. C'est vrai que Magnussen, il n'a pas eu de peau parce qu'il a commencé tout de suite chez McLaren Mercedes. C'était déjà McLaren Honda, je ne sais plus, à une époque où chez McLaren c'était la merde. Je crois que c'est la dernière année où il y a le moteur Mercedes, je sais plus, ou c'est la première année du moteur Honda, mais où c'était compliqué chez McLaren. Non, ça devait être encore Mercedes parce que c'est après avec Van Dorn. Ensuite il s'est retrouvé chez Renault face à Palmer, ce qui n'était pas forcément facile non plus. Donc ensuite il a été chez Haas. Mais je trouve qu'il a toujours tenté de tirer le maximum de son matériel. Alors oui, parfois il a un pilotage très agressif,
et on lui reproche. Mais je trouve qu'il s'est déjà un peu calmé dans ce domaine-là. Et puis ça reste un bon pilote. Et puis ça reste un pilote très bon dans ces stratégies-là, à un arrêt ou des stratégies un peu surprenantes. Il l'avait fait également en Hongrie, pour ceux qui s'en souviennent, en 2020, où il avait réussi à prendre des points aussi de cette manière en ayant une stratégie très audacieuse lors du Grand Prix de Hongrie. C'était même, je crois, c'était le dernier point en F1 avant son retour. On poursuit avec les pilotes au top, avec Fernando Alonso. Fernando Alonso, ce week-end est représentatif, je pense, de la carrière de Fernando Alonso. Fernando Alonso, on aime ou on n'aime pas, mais il y a un truc qu'on ne peut pas lui retirer, c'est qu'il laisse pas indifférent, Fernando Alonso. Ça fait partie de ces personnages du sport. Je pense Fernando Alonso, c'est comme Thibaut Pinot. C'est des mecs qui sont au-delà de la performance sportive. C'est-à-dire, ce sont des personnages. Ce sont des personnages, c'est comme Zlatan aussi en foot. On aime ou on n'aime pas, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il laisse pas indifférent. Et Alonso, ce week-end, il en fait trop en essai libre. Il part en drift partout. Mais le Grand Prix qu'il réalise, il est fantastique. Il est fantastique. Le mec passe à ça d'avoir la bagnole coupée en deux quand même. Il y en a plus d'un qui aurait ensuite eu un rythme pas très bon derrière. Je pense ce qui s'est passé pour Pierre Gasly, notamment au Japon. Lui, non. Lui, il est capable de remonter dans le top 8 avec une bagnole qui est défoncée, qui perd des points d'adhérence parce que forcément des points d'aéro sont perdus avec le rétroviseur. C'est une pièce aéro maintenant, le rétroviseur. Et malgré tout ça, il arrive à finir dans les points jusqu'à la décision de la FIA. Et voilà, c'est juste fantastique ce qu'a fait Fernando. Il a été très très bon. Il a été très très bon, il a fait le job. Et encore une fois, quand je dis ce week-end est représentatif de sa saison, parce qu'il est capable du pire et du meilleur dans le même week-end. Du pire avec un comportement chiant, où en début de week-end, il critique la stratégie d'Alpine du week-end précédent, où il surpilote énormément, avec le train arrière qui fait des drifts à droite à gauche pendant toute la séance de L1 et même la séance de L3. Et puis derrière, en course, bam, et on a le Alonso qui se défonce à 100% et qui fait le maximum. Chapeau. Et tu te dis, qu'est-ce que ça aurait été s'il n'y avait pas eu le crash avec Stroll? Est-ce qu'il n'aurait pas pu finir sur les pieds de Sergio Perez ou de George Russell? C'est impressionnant le Grand Prix qu'il a effectué, je trouve, Alonso ce week-end. Je poursuis pour Hamilton. Là aussi, les champions ne meurent jamais, je le dis assez souvent. Mais Hamilton, il s'est battu, il s'est bagarré. Alors oui, la voiture est moins bonne, oui, le rythme est moins bon que Verstappen. Il se prend 5 secondes en 5 ou 6 tours par rapport à Verstappen. Putain, il a donné le maximum pendant le Grand Prix. Moi, j'ai adoré chez Hamilton, pour tout vous dire, c'est les restarts. C'est les restarts, rappelle le safety car, où il a vraiment été impressionnant. Je trouve sur toutes ces phases-là, il collait vraiment au basque du pilote de devant. À chaque fois, il collait au basque de Verstappen. Il a vraiment, les deux restarts, il les a vraiment réussi. Ensuite, il a fait son rythme. Après, il pouvait rien faire face à Verstappen. Il y avait 5 dixièmes d'écart au temps autour. Enfin, voilà, c'était un niveau au-dessus. Mais je trouve qu'Hamilton, il s'est battu. Bon, il passe pas encore de victoire, c'est dommage. Pour Lewis Hamilton, ça va peut-être être sa première saison en F1 sans victoire. Ça serait sa première saison en Formule 1. Depuis 2007 et son arrivée, il a toujours gagné au moins une fois. Alors après, il reste encore 3 courses. Il y aura peut-être des surprises. Mais Lewis Hamilton, il donne le maximum cette année. Et c'est là où tu vois que c'est quand même un grand pilote. Beaucoup de gens le critiquent en ce moment sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Mais c'est un grand pilote parce qu'il arrive à garder ses troupes mobilisées. Lui, il donne le maximum. Alors, il fait des erreurs, mais la voiture n'est pas facile à conduire également. C'est une voiture qui n'est pas simple. Mais quand il arrive à être en osmose avec sa voiture, bam, il est toujours là. C'est toujours Hamilton. Si l'année prochaine, Mercedes, on pense que Mercedes va s'inspirer du concept de la Red Bull, mais si nos qu'arrêter avec ce concept de voiture sans ponton,
qui pose en fait beaucoup trop de problèmes techniques pour Mercedes. S'il arrive à retrouver une bonne voiture avec un bon moteur, parce que ça a été aussi l'un des problèmes de Mercedes cette année, un moteur un petit peu déficient, et ben je pense que Lewis Hamilton va être sacrément costaud l'année prochaine. On passe au-dessus de la bonne et d'âne. Les bonnes et d'âne, bah, je commence avec Lance Stroll. C'est fou, hein, Lance Stroll. Hein. Il y a des mecs comme ça, tu te dis, même au top, eh ben, ils arrivent quand même à faire des conneries. Parce que Stroll, le week-end de Stroll, il est plutôt très bon. Qualif, il s'en sort bien. Début de course, vraiment bon de la part de Stroll. Il se retrouve troisième après le premier virage et la cacophonie Russell-Sainz. Et puis derrière, il y a ce mouvement de défense sur Alonso qui n'a pas lieu d'être, qui manque réellement d'intelligence. Et on retombe dans les travers du Stroll pas agréable, du Stroll nonchalant en interview. T'as l'impression que c'est jamais grave ce qui fait Stroll, t'as l'impression que c'est monsieur nonchalance, quoi. Vraiment Stroll, et le Stroll détestable en fait. Le Stroll juste chiant, alors que il pouvait vraiment continuer une série qui était vraiment pas mal, Stroll. Hein. Là, depuis quelques courses, le rythme était vraiment pas mal pour Lance Stroll par rapport au début de saison. Sauf que il enchaîne une connerie, et puis son attitude en interview, quoi. C'est grave, hein, l'action qu'il a réalisée. Faut qu'il en ait conscience, quoi. Il n'y avait pas d'intérêt à se décaler autant à cet endroit-là. Et c'est une surdéfense qui n'a pas lieu d'être. Lui, il dit ouais, non, ça pose pas de problème. Super. Bah non. Et ça aurait pu être catastrophique. Et il a de la chance, vraiment, qu'on est passé à ça de la catastrophe. Il a beaucoup de chance, Stroll, déjà de ne pas avoir de blessures physiques. Mais que Alonso se soit pas fait mal non plus, que ça n'ait pas été une catastrophe pour Alonso. Donc, et l'attitude en interview, elle est déplorable aussi, quoi, encore. Mais bon. C'est Stroll, quoi. C'est difficile de l'apprécier, Stroll. Hein. Il fait tout pour être détesté. C'est assez fort de sa part, je trouve. Ricciardo. C'est triste parce que c'est un mec super sympathique, Ricciardo. Mais tu sens que... Enfin, tu sens qu'il prend pas de plaisir en ce moment. Il a hâte d'être à Abu Dhabi, presque, et que la saison soit finie, de prendre une année sabbatique, quoi. Enfin, peut-être même plus qu'une année sabbatique. Parce que, bon, lui, il pense qu'il va revenir facilement. C'est pas toujours facile, hein, de revenir en Formule 1. Une fois que vous avez quitté l'univers de la Formule 1. Difficile. Le week-end de Ricciardo, il n'est pas dans le coup. Norris est largement devant. T'as l'impression que c'est un pilote qui sait plus quoi faire, quoi. Il sait plus quoi faire. Enfin voilà, il n'y a plus de solution. L'équipe a tenté de l'aider au tout début, je pense sur les 2-3 premières courses. Bon, après, c'est sûr que la gestion des pilotes, enfin de ce deuxième baquet, a été catastrophique de la part de McLaren. Et ouais, ça a été... c'est compliqué, quoi, pour Ricciardo. C'est un mec qui est hyper sympathique, tu vois, qui est hyper sympa dans les paddocks, mais là, il a même plus le sourire, quoi. Il tente de trouver le sourire, mais son interview d'après course, elle est déprimante. Elle est déprimante parce que le mec est au bout de sa vie. Vraiment, tu sens qu'il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire. Il voudrait finir sur une bonne note avec McLaren, mais il ne sait pas comment faire. Et c'est terrible. C'est triste parce que c'est un mec, voilà. Même chez Renault, il n'était pas autant en détresse. Et pourtant, chez Renault, il n'avait pas le sourire à chaque Grand Prix la première année. Hein. Mais même chez Renault, il n'était pas autant en détresse. Et là, ouais, c'est compliqué, quoi. Et puis je termine avec Bottas. Week-end, encore, les week-ends se suivent un petit peu pour Bottas. Il n'a pas marqué de points depuis le Canada. Alfa Romeo est quand même un petit peu en difficulté sur sa deuxième partie de saison. Et là, Bottas, oui, il perd sa voiture, mais de toute manière, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. T'as l'impression que quand il perd la voiture, il peut pas du tout la ramener. Qualif pas exceptionnel,
parce que Bottas c'est un pilote qui peut être très facilement en Q3. C'est un pilote, on sait que sa force c'est son rythme de qualif. Il a toujours été un peu en bon sur le rythme de course. Mais le Grand Prix, oui, il perd la voiture très vite et puis les essais sont pas fantastiques pour Alfa Romeo. Alors peut-être aussi qu'il n'a pas été aidé par le fait que la première session d'essais libres, c'était pour cher dans la voiture. Pourchaire qui au final était plutôt très intéressant. 3 dixièmes de Zhou. Il a fait un bon travail. Il a fait tout ce que lui demandait l'équipe. Donc l'équipe était plutôt satisfaite de lui. Et en termes d'écart de performance, il était vraiment proche de Zhou. Bottas, là ce week-end, et ça, il les enchaîne aussi, hein, Bottas, hein, depuis quelques temps. Ce qui fait que la saison va être mitigée parce qu'il avait fait une grosse première partie de saison où il était performant, il arrivait à être en Q3. Et puis là, c'est vrai que depuis le Canada, le niveau de performance, il a chuté, il s'est vraiment écroulé. Et c'est un peu dommageable pour le pilote finlandais parce que là aussi, c'est un pilote qui est sympathique. Il est très différent des autres Finlandais qu'on a pu avoir dans l'histoire de la Formule 1. Mais là, ils trouvent pas. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas la solution. J'ai l'impression que chez Alfa Romeo, on est déjà concentré sur l'année prochaine et que l'année 2022, c'est pas qu'on a fait un trait dessus, mais presque. Et je me dis que est-ce que Fred Vasseur est quand même la bonne personne? Ça fait depuis 3 ans qu'on attend des résultats. Alors oui, au départ, ça s'est bien passé avec Charles Leclerc. Ça fait quand même depuis quelques temps que chez Alfa Romeo, on a du mal au niveau des performances. On ne se réjouit plus vraiment des performances d'Alfa Romeo depuis quelques temps. Alors là, il y a eu une bonne première partie de saison, mais au final, le bilan sera mitigé à la fin de l'année. On passe tout de suite aux différents classements. À l'écran, le classement pilote avec Max Verstappen en tête du championnat du monde et champion du monde. Charles Leclerc, 2 points d'avance sur Perez. On retrouve ensuite George Russell qui a 16 points d'avance sur Carlos Sainz, je vais y arriver. Carlos Sainz qui n'a plus que 4 points d'avance sur Lewis Hamilton. On retrouve ensuite Lando Norris. Derrière Esteban Ocon, Fernando Alonso, Valtteri Bottas et Sebastian Vettel dans ce classement. Yuki Tsunoda lui a marqué un point pour la première fois depuis le Grand Prix d'Espagne et 16e de ce classement, mais loin lui aussi de Pierre Gasly à 10 points d'écart. Du côté du classement des constructeurs, c'est Red Bull qui remporte, je crois qu'ils ont remporté le titre, Red Bull de tête, qui remporte ce titre constructeur devant Ferrari. Mercedes 3e, Alpine garde de l'avance sur McLaren, mais le match reste très serré entre les deux équipes. Alfa Romeo n'a plus qu'un point d'avance sur Aston Martin. As 8e qui a 2 points d'avance sur AlphaTauri et Williams qui est 10e avec 8 points marqués cette saison. Et bien nous on se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix du Mexique. Grand Prix du Mexique qui sera dans des conditions d'enregistrement un peu à l'arrache parce que je ne serai pas chez moi pendant une petite semaine. Donc ce qui fait que j'ai continué à faire des vidéos, vous inquiétez pas, mais ça sera avec la webcam de l'ordinateur, avec un kit main libre. Donc forcément ça va être un peu moins bien, on va pas se mentir, mais on fera quand même le débrief de ce Grand Prix du Mexique. Donc le week-end prochain, le Grand Prix du Mexique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao ciao!